Bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Muriel Eliasevich Rougeau. Je suis médecin hospitalier et épouse d'un patient qui a décidé de sa mort et qui l'a préparé. Alors, je voulais, dans cette courte intervention, mettre l'accent sur 3 points précis. Le premier point concerne la loi actuelle et ce que j'en ai entendu suite à 2 courriers que j'ai adressés à la représentation nationale puis au gouvernement, à savoir que cette loi couvrait toutes les situations médicales et qu'il ne convenait pas de la faire évoluer plus que cela. Selon moi, ce n'est pas exact et il y a au moins 3 situations médicales que la loi actuelle ne couvre pas, qui sont les suivantes. Tout d'abord, les maladies neurodégénératives et au premier rang desquelles se trouve la maladie d'Alzheimer qui touche actuellement plus de 1 million de personnes en France, avec une dynamique qui est préoccupante puisqu'il y a plus de 200 000 cas nouveaux par an signalés avec cette pathologie. Et ces chiffres sont majorés dès lors qu'on y adjoint les maladies de Parkinson et syndrome parkinsonien apparenté. La deuxième situation médicale non couverte par la loi actuelle selon moi, c'est la souffrance extrême, résistante à toute prise en charge, que celle-ci soit chimique ou autre. Cette situation médicale est souvent délaissée parce que gênant le corps médical, le corps soignant, par incapacité de prise en charge. Et enfin, la troisième situation médicale qui est non prise en charge par la loi actuelle, me semble-t-il, et qui est peut-être plus confidentielle en termes de nombre de personnes concernées, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'enfermement ou le lock-in syndrome, qui touche actuellement en France entre 500 et 600 personnes. Sur ce premier point, j'ai, à titre personnel, été touchée par la première des pathologies que je citais, la maladie d'Alzheimer, puisque celle-ci a été diagnostiquée chez mon époux il y a 1 an, et que très vite, celui-ci a souhaité ne pas aller au bout de cette pathologie et nous a demandé à moi-même, son épouse et ses 4 enfants de l'accompagner sur ce chemin. Donc c'est à la fois avec ma casquette d'épouse et de mère d'une part et ma casquette de médecin hospitalier d'autre part que je peux parler de ce sujet de façon très vécue. Le deuxième point sur lequel je souhaite insister, c'est comment on peut accepter de décentrer son regard et peut-être surtout de décentrer son jugement en sachant s'effacer derrière un patient qui est dans une situation extrême, soit de fin de vie, soit plus en amont. C'est certainement quelque chose que j'ai appris au travers de mon métier, que de savoir renoncer à mes convictions personnelles pour être à l'écoute des patients, soit dès le début de leur maladie, soit tout au long du cheminement de cette maladie. Ce n'est pas facile de renoncer à ses convictions personnelles pour s'effacer devant le patient. C'est probablement beaucoup plus confortable de vouloir rester sur ses rails, sa zone de confort. Et finalement, comme l'a dit Claudette Pierret, pourquoi laisser les bien portants parler à la place des malades? Le troisième point que je souhaite partager avec vous, c'est que finalement, autoriser l'encadrement d'une fin de vie choisie et préparée n'enlève rien aux opposants. C'est certainement un point qui est insuffisamment mis en exergue. Et je voudrais souligner le fait qu'il s'agit d'une possibilité qui vient s'ajouter et non pas retrancher quoi que ce soit, et qui préserve les convictions intimes de chacun. Donc là encore, pourquoi les opposants devraient choisir pour tous? Sur ces 3 points, il me semble que, comme pour tout dossier compliqué, que ce soit un dossier médical ou dans tout autre domaine, il y a un moment donné où on doit dire
au total et en pratique, on fait quoi? Pour moi, il y a maintenant une seule alternative possible après 40 ans de réflexion, 40 ans d'expertise. Soit le gouvernement et ou la représentation nationale décident de faire évoluer la loi et ce sera courageux, ce sera un acte vraiment courageux. Soit ce n'est pas le cas et peut-être que le temps d'un référendum, alors un référendum législatif ou d'initiatives populaires, d'initiatives partagées, je ne sais, doit être mis sur table afin de prendre le pouls des citoyens que nous sommes, finalement les principaux intéressés par un tel sujet, et sans filtre politique, idéologique, religieux ou moral. Alors, je sais bien que c'est jamais le bon moment pour évoquer ce sujet, et peut-être surtout pas dans le contexte actuel de la guerre en Europe qui se déploie, mais nous savons que c'est le bon moment pour les personnes qui sont encore bien portantes, ou bien les personnes qui sont déjà malades et qui sont sur cette position de préparer leur décès dans un contexte très particulier que nous avons évoqué. Peut-être les tout derniers mots, c'est de vous dire que mes paroles ne sont pas des paroles virtuelles en l'air. J'ai, à titre personnel, préparé mes volontés anticipées et non pas mes décisions anticipées, qui restent pour moi un cadre trop superficiel et surtout non opposable aux médecins. Mais j'ai préparé mes volontés anticipées de façon extrêmement précise, en essayant d'envisager le maximum de situations médicales auxquelles je pourrais être un jour confrontée, certainement pas évidemment l'exhaustivité. Et je les ai fait relire par un réanimateur, un neurologue, un cancérologue, un hématologue et une spécialiste de l'éthique, de façon à m'assurer par un regard croisé que ce que je veux et je mets par écrit dans ces volontés anticipées reste raisonnable. Voilà, j'espère que cette démarche initiée par Claudette Pierret et relayée par nous tous aura un impact dans le contexte particulier que nous vivons, à la fois la présidentielle et également malheureusement le contexte politique actuel. Bonjour, je m'appelle Marine, je viens témoigner de notre histoire malheureuse. L'année dernière, le 6 mai précisément, on a pu accéder grâce à des connaissances, grâce à de l'aide, à une euthanasie en Belgique pour mon ex-mari. Il était atteint de l'amasie de Charcot, qui est une maladie qui est neurodégénérative incurable. Donc dès l'instant qu'elle est décelée, cette maladie, on sait qu'on est condamné. Et pour le coup, on peut rien faire. On peut rien faire, on a juste à attendre la mort. Et là, en l'occurrence, on attend dans des souffrances affreuses. Alors, il y a des soins palliatifs en France qui sont mis en place. Il y a plein de choses. Il y a de l'empathie, des gens qui sont très, très gentils pour accompagner les malades, mais les malades, ils demandent juste à partir. Et là, on était arrivé, donc, à un homme qui faisait 1m88 pour 44 kg, qui ne pouvait plus manger, qui ne pouvait plus parler, qui ne pouvait plus vivre. Et il demandait juste d'attendre la mort, quoi. Donc, du coup, c'est dur. C'est dur, excusez-moi. Du coup, cet homme-là, il a juste à attendre, sous le regard des autres, de sa famille, de sa vie. Il est prisonnier de son corps, il ne peut rien faire. Mais on a eu, grâce à une émission à la télé, qui est Envoyé spécial, on a connu Claudette, qui nous a aidés à l'aider à mourir en Belgique. Donc nous, on remercie déjà énormément cette personne. Parce que sans ça, il serait encore là à cette heure-ci, dans des conditions inhumaines, parce qu'il serait branché. Les médecins nous avaient dit qu'il pouvait tenir comme ça très longtemps. Mais c'est pas ce qu'ils voulaient. Et je pense que personne ne veut ça. Donc il était arrivé quand même à un point où il ne pouvait plus parler, où il ne pouvait s'exprimer que par message sur son téléphone. Donc voilà. Il avait 59 ans. Et
Il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus avaler sa salive. Il avait une machine pour lui enlever la salive de la bouche. Mais on laisse les gens comme ça en France. Et il faut que ça change maintenant. Il faut que ça s'arrête, il faut que vous fassiez quelque chose parce que les gens ne peuvent pas mourir comme ça. On ne peut pas imposer aux gens de mourir dans de telles souffrances. Donc moi c'est ce que je veux vous dire, juste pour avoir connu donc cette personne-là. J'ai d'autres personnes dans ma famille qui ont des maladies neurodégénératives et je ne veux pas les voir comme ça. Je ne veux pas mourir comme ça. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Faites changer les choses. Voilà, bonjour. Donc je m'appelle Delphine, je lis parce que je suis un peu... c'est assez compliqué, c'est pas facile. Je m'appelle Delphine, j'ai 61 ans, je suis en retraite depuis 1 an, j'étais secrétaire médicale. Je suis mariée, maman de 3 enfants et mamie de 5 petits-enfants. Je suis atteinte de sclérose en plaques depuis 17 ans. Donc c'est pourquoi le sujet de fin de vie en France me préoccupe particulièrement. La sclérose en plaques étant une maladie neurodégénérative incurable, il n'y a pas de traitement curatif pour en guérir. Je suis donc très angoissée parce que je pense à ma fin de vie. Je voudrais juste le moment venu pouvoir mourir dignement et humainement ici en France. Ne pas devoir aller à l'étranger avec toutes les complications que ça génère, kilomètres, paperasserie administrative, fatigue et stress pour tout le monde. J'aimerais être maître de ma propre mort, pouvoir gérer ma fin de vie sereinement avec ma famille, mes proches, tout près de moi. Je suis peut-être égoïste, mais je ne veux pas m'infliger une vie qui n'est plus celle que j'ai aimée, n'avoir plus que des souvenirs, des merveilleux moments passés, être triste de savoir que cette vie n'existe plus, que mon quotidien n'est que souffrance, invalidité et tristesse. N'avoir plus qu'un sentiment, un souhait le plus profond, s'endormir chaque soir en priant de ne pas se réveiller le lendemain. Je veux que mon mari se rappelle la femme rigolote et pleine de vie dont il est tombé amoureux, et pas cette femme qui s'était un petit feu, dépendante et triste. Je ne veux pas être une charge et un boulet pour mon mari et mes enfants et mes petits-enfants. 1 an, 5 ans, je ne sais pas combien d'années, sachant que l'issue fatale arrivera, hélas, on ne peut pas faire autrement. Ne pas faire subir cette souffrance à ses proches, les empêcher de vivre leur vie. On n'a qu'une vie et elle passe très vite. En conclusion, si j'ai perdu le combat contre la maladie, je veux être maître de ma mort, mourir dignement auprès de ma famille en France, auprès de mes proches. Après des années de maladie, je pense que ce n'est pas trop demandé. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Voilà, je m'appelle Claudine Judard, j'ai accompagné un ami très proche, Reynald, dans sa démarche pour une euthanasie active à la suite de sa maladie. Alors ce que je voulais surtout dire, c'est l'apaisement et la joie de vivre que ça lui a apporté lorsqu'on a pu mettre en route cette démarche. Enfin, c'est lui qui l'a cherché d'ailleurs, seul. Et avec beaucoup de chance, on est tombé directement sur le numéro de Claudette et on s'est donc déplacé pour voir Claudette qui nous a accueillis. Et moi, ce qui m'importe là aujourd'hui, c'est pas de parler de la maladie, c'est surtout parler de la joie que lui a apporté cette décision. C'est-à-dire que l'inquiétude de la maladie, tout le monde peut l'imaginer, je suppose. Il ne souffrait encore pas de cette maladie-là, mais il en avait déjà eu une autre avant. Et celle-là allait être donc encore plus terrible par le traitement, par l'issue qui de toute façon serait fatale, à plus ou moins long terme évidemment, mais voilà. Donc sans espoir de guérison. Alors, il y a beaucoup de maladies, il n'y a pas d'espoir de guérison, mais il y a quand même un confort de vie où celle-là, il ne l'aurait pas, ce confort de vie. Voilà.
Donc, après cette démarche où on a rencontré Claudette ici, l'accueil qui nous a été fait, la visite chez Christine, le médecin qui avait besoin d'accepter son dossier. Et ça a été le fait que Christine accepte son dossier, ça a été un soulagement. Il pouvait poser sa valise, être sûr d'une issue qui lui convenait et donc profiter de la vie. Profiter de la vie. Alors là, c'était super parce que d'un seul coup, il n'y avait plus l'angoisse de la mort, il y avait juste à profiter de la vie. Retourner à la pêche au tarpon aux États-Unis, retourner, pas toujours aux États-Unis, mais aussi à la pêche à la truite, avoir une vie qui lui convenait et surtout, comme il était quand même en forme, il pouvait profiter de sa forme sans profiter de son angoisse de son issue. Et c'était assez extraordinaire. Voilà, alors évidemment on en discutait de temps en temps, pas souvent, très brièvement. En général c'était toujours le restaurant devant un bon verre, voilà. Et 5 minutes, comme il disait, on discute 5 minutes. Il faut qu'on y retourne parce que je vois bien que mon dossier ne soit pas en dessous de la pile. Voilà. Donc on revenait, on est revenu 4-5 fois je crois. Et en fait, il repartait, on était quand même toujours un peu secoués quand on les 5 premiers kilomètres, évidemment en repartant, mais il repartait avec une joie de vivre qui était pas feinte du tout, qui était surtout parce que son dossier était bien construit, personne ne l'avait oublié, donc au bon moment, ça serait bien, donc on n'allait pas s'embarrasser de tout ça maintenant. Il pouvait reprofiter de sa pêche, de son fils, de ses amis, avec une joie qui n'était pas feinte du tout, hein, vraiment. Et ça, c'était quand même assez fabuleux. Voilà. Je voudrais dire aussi que moi, j'ai une amie très proche, puisqu'on se connaît depuis l'âge de 12 ans, qui est bénévole pour les soins palliatifs, avec qui, évidemment, on a beaucoup de discussions, déjà amicales, mais aussi un petit peu débat d'idées, quoi. Qui n'était pas tout à fait d'accord sur cette façon de faire. Et où je dis que c'était quand même un peu se voiler la face, parce qu'en soins palliatifs, on pousse les molécules les unes derrière les autres, et tout le monde trouve que c'est bien. Enfin, voilà. Et on accentue quand même aussi, on raccourcit la vie du patient. C'est quand même obligatoire avec ces molécules-là. Et je le dis parce que je suis médecin, donc je le sais, je l'ai vécu, voilà. Et en fait, là, ce qu'on reprocherait, c'est que simplement, ce soit le patient qui décide qu'on lui pousse toutes les molécules d'un coup. Enfin, à mes yeux, c'est un peu comme ça. Parce qu'effectivement, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes molécules, mais le résultat est le même. Donc, là, c'est quand même extraordinaire que le patient puisse un peu choisir, puisque de toute façon, la vie, c'est quand même pouvoir en profiter de la vie, pouvoir sourire, vivre avec ses enfants, mais on ne peut pas appeler la vie, quand il y a plus de vie, c'est plus une vie, entre guillemets, je pense. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'étais tout à fait d'accord avec sa façon de voir les choses, parce que je pense que je l'ai toujours senti comme ça.